Dans cette récapitulation du film, nous allons jeter un coup d'œil à une représentation, peut-être un peu plus dure, de la possession par un démon nécessitant un exorcisme. Il est, bien sûr, basé sur une histoire vraie. Comme tous les grands films d'exorcisme. Je parle du film de 2014, Délivre-nous du mal. Apprécié par la critique mais pas vraiment apprécié commercialement. Dans la ville de New York, nous suivons l'inspecteur Ralph Sarchie, de la police des opérations spéciales, interprété par Eric Bana. Le vieux Ralph a le nez pour les émotions fortes, et se retrouve embarqué dans de multiples enquêtes sur des affaires similaires impliquant des personnes agissant de manière étrange et inhabituelle. Au fur et à mesure qu'il se rapproche de la vérité, il se rapproche également d'un mystérieux personnage à capuche qui semble faire à ses victimes des choses terribles par le biais d'inscriptions démoniaques. Associé à un prêtre majestueux, parviendra-t-il à résoudre l'affaire avant que sa propre famille ne soit victime du démon? Et trouvera-t-il la force de croire suffisamment fort pour apporter le soutien et les encouragements nécessaires à son copain Mendoza, alors qu'il fait le sale boulot d'expulser cette sale garce? Nous le saurons bien assez tôt. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre film d'exorcisme préféré, qu'il soit basé sur une histoire vraie ou sur une invention. Et pendant que vous êtes là, regardez d'autres vidéos pour réviser votre démonologie. Allons-y. On ouvre sur les dunes, que je vais dire plusieurs fois pour le référencement dune d'épices, etc. Ça sonne juste si doux. Nous sommes en Irak en 2010 pendant un conflit militaire. Alors que les soldats s'enfoncent dans les palmes sombres, le comportement de la faune locale devient inquiétant. Mais ils trouvent leurs ennemis et les éliminent rapidement, découvrant au passage l'ouverture d'une grande fosse. Il est logique de chercher d'autres combattants, ils s'aventurent donc dans le tunnel et continuent malgré l'arôme putride. Ils finissent par perdre la vidéo, donc tout ce que nous savons, c'est que quelque chose était là et que cela les a fait crier, vraisemblablement dans le mauvais sens. Nous sommes alors en 2013, à New York, plus précisément dans le Bronx. Le sergent Sarchie a répondu à un appel concernant un paquet inhabituel trouvé au fond d'une benne à ordures, dont on apprend qu'il s'agit d'un bébé. Le traumatisme qu'il a subi a fait sauter la faille dans le cerveau de Sarchie. Plus tard, nous le retrouvons avec son partenaire Butler traînant dans les rues, juste un couple de frères amateurs de baseball. Lorsqu'un appel est reçu pour un octobre 1952, Sarchie a un pressentiment et saute la ligne pour prendre l'appel, car ces gars des forces spéciales de la police cherchent à s'éclater mutuellement. Ils arrivent sur les lieux de l'appel pour violence domestique, et insistent pour que ce salaud en sueur confirme que sa femme va bien. Elle ne va pas bien, mais il ne va pas retourner en prison, tout le monde se moque de lui. Cela ressemble donc à un classique duel policier au couteau, auquel il refuse de participer. Les partenaires le poursuivent avec un abandon insouciant, jusqu'à ce que Sarchie y mette fin en lançant un bâton et en le frappant avec un autre. Après avoir équilibré le nombre de délits de chacun, il lui passe les menottes et l'embarque. Nous rencontrons ensuite Mendoza, un homme simple qui aime se souvenir et s'entraîner, les deux à l'extrême. Il interrompt ses sprints avant pour boire un coup, il porte un bonnet de laine. Il boit du brun et laisse toujours les dames sur leur faim. Nous faisons ensuite le point sur ce qui se passe dans l'ancien zoo du Bronx. Apparemment, une femme est arrivée à la fermeture et a jeté son enfant dans la fosse aux lions. On la soupçonne de se cacher quelque part dans la fausse nature. Ils ont eu besoin d'une opération spéciale, car il y a eu une coupure de courant et ils ne peuvent pas faire confiance à n'importe qui avec cette technologie avancée. Butler apprend que le carrousel fonctionne avec une énergie auxiliaire, et aussi que les ours sont bruyants. Sarchie apprend que tous les animaux sont nocturnes, et que les mamans aiment creuser. Lorsqu'ils essaient de poser des questions, tout ce qu'elle fait, c'est de parler de passer de l'autre côté. Sarchie remarque alors qu'un agent d'entretien est resté tapi dans l'ombre pendant tout ce temps. Il s'en va, car il est en retard pour son rendez-vous avec l'héroïne. Mais Sarchie aimerait lui dire un mot. Malheureusement, il s'est métamorphosé en plusieurs lions. Il garde son sang-froid et parvient à s'éloigner lentement, ne tirant qu'une petite érection au bout du compte. Le lendemain matin, nous nous imprégnons de sa vie familiale riche et sporadique alors que Sarchie assiste au match de sa fille Christina avec sa femme Jane. Lorsqu'il rentre enfin dans sa vraie maison, il trouve Mendoza qui part avec Jane. Mendoza explique qu'il est un prêtre majestueux et que Jane est sa charge, il est ici à la demande de la famille pour une intervention, probablement un mot de code pour exorcisme. Comme il n'a rien à cacher, il donne sa carte au cas où il pourrait être d'une quelconque aide à l'avenir. Alors que les deux partenaires s'occupent de la paperasse, ils entendent Gordon et Nadler se plaindre de leur propre affaire étrange impliquant une dame folle qui se plaint d'un peintre dans son sous-sol et d'autres perturbations. Comme il y a plusieurs similitudes étranges avec l'affaire du zoo, ils proposent de se charger de cette affaire. Lorsqu'ils arrivent, ils trouvent une maison sombre où les occupants signalent des sons et des mouvements provenant du sous-sol. Leur avis ? Possession de maison, le genre spirituel, pas le genre normal. Ils prétendent que leurs ampoules n'arrêtent pas de sauter et que même les bougies bénites de l'église ne restent pas allumées, mais la cigarette de Serafina n'a pas l'air d'avoir de problème, je dis ça comme ça. Malgré l'absence d'un crime clair, puisque la possession de fantômes sans licence n'est qu'un délit, il continue.
c'est juste trop excitant pour laisser passer la chance d'examiner un sous-sol hanté. Au départ, ils ne trouvent que des tuyaux bruyants, comme l'ont suggéré les Warren, et comme cela risque de les décevoir, Butler monte prendre l'air. Mais il part juste avant que Saarchi ne prenne le virage de la magie noire. Alors qu'il cherche des indices, un homme surgit soudainement, et l'homme le regarde, puis le ventre de l'homme subit une éruption partielle. Ils sont en mesure de confirmer qu'il s'agit de l'un des deux peintres, donc maintenant ils veulent trouver et interroger l'autre. Malheureusement, ils n'ont jamais pu bien le voir à cause de son incessant port de capuche. Ils commencent donc par l'appartement de David, qu'ils trouvent tout aussi mal éclairé et rance. On pourrait penser qu'une enquête de jour est nécessaire, mais c'est faux. En effet, ils trouvent rapidement des photos qui relient Dave à Jane Duzo par le mariage, et à Jimmy l'ignoble batteur de femmes par le service militaire. Maintenant, il y a un autre gars qu'ils doivent essayer de trouver, mais il y a aussi des bruits lointains de chaînes qui cliquettent et d'enfants qui rient. Ils entrent lentement, les yeux à moitié fermés au cas où il y aurait quelque chose de dégoûtant, mais c'est juste un chien. Oh, et aussi Kitty Jésus. Le dimanche, avant que Christina et elle n'aillent à l'église, Jen décide que leur intermède de 5 minutes est l'endroit idéal pour surprendre Saarchi en lui annonçant qu'elle est enceinte. C'est un événement heureux et stressant, en raison de son dévouement inébranlable à la chasse à ses démons. Et puis, à peine l'ATL quitté que leurs poissons deviennent cannibales, je déteste vraiment ce genre de situation. Lorsqu'il arrive au poste pour prendre son service, les clips vidéo du zoo sont prêts à être visionnés. De plus, Mendoza est là pour voir s'il peut aussi y jeter un coup d'œil, pour appuyer son hypothèse que Jane est possédée. Saarchi ne le permet pas, alors Mendoza se contente de demander à être prévenu s'il voit quelque chose de flippant. Avant cela, ils obtiennent des informations sur le troisième militaire, qui s'appelle Mick Santino. Le trio a servi ensemble et a été renvoyé pour avoir découpé l'aumônier du peloton. De plus, la cause de la mort de David est d'avoir volontairement bu 2 gallons de diluant à peinture. Puis il regarde la vidéo, qui montre Santino observant nonchalamment comment Jane jette son enfant. Il retourne ensuite à son travail, car il est fier de son travail. Puis Saarchi entend des parasites et des rires d'enfants, mais Butler ne l'entend pas. Il regarde Santino qui semble donner des ordres au lion, puis Saarchi souffre d'une brève hallucination visuelle. À la maison, alors qu'il tente de se détendre avec une bière habituelle et quelques nouvelles imprimées, sa famille rentre pour tout gâcher. Mais il leur montre qui est le patron. Face à Jen, il confie qu'il est hanté par la récente série d'affaires de maltraitance d'enfants qu'il a eues. Vous voyez donc que c'est lui qui devrait bénéficier de leur sympathie et de leur attention. Cherchant à tourner la page, Saarchi retourne chez Jimmy pour voir si sa femme a été récemment en contact avec Santino. Elle ne l'a pas vu depuis 2 semaines, pas depuis qu'il est venu peindre le bureau de Jimmy pour lui rendre service. Il lui montre la pièce, et le travail sur les bords est complètement amateur. Après s'être renseignée, elle confirme que Jimmy est parti depuis quelques jours maintenant, et que les disques durs contiennent ses vlogs de combat. Avant de s'y plonger, il remarque ce qui semble être des écritures murales derrière la peinture fraîche. Après un peu de temps et de patience, il est capable de découvrir le tout. Mais les lumières s'éteignent alors, et il recommence à entendre les rires. Lorsqu'il se rend dans le hall pour enquêter, Jimmy lui saute dessus et le griffe terriblement avant de s'échapper par la fenêtre comme un maître cambrioleur. Maintenant, passons à la vidéo, qui lui montre ce que nous avons déjà vu. Seulement, il s'avère que le dérangement n'était que des chauves-souris. Mais cela a vraiment fait des ravages sur Santino, et il les conduit à une inscription murale qui correspond au mur du bureau. Il confirme ensuite la même chose au sous-sol. Plus tard, il rencontre Mendoza pour voir s'ils peuvent tirer des informations de Jane. Elle explique qu'elle est allée rencontrer Santino au zoo pour recevoir son message. Saarchi essaie de la calmer avec l'écriture murale, mais il le fait en y enfonçant son bras, ce qui n'est pas recommandé. Mendoza parvient à la calmer avec quelques fralatines, mais il va certainement avoir besoin de quelques piqûres et d'un Z-Pack. Après avoir calmé leurs nerfs, ils se préparent à déguster quelques libations et à comparer leurs notes. Mendoza lit l'écriture murale et confirme qu'il s'agit d'un portail ou d'une porte. Il sort ensuite un enregistrement de sa première intervention en tant que prêtre. Il a essayé d'apporter un peu de réconfort à une famille en procédant à un nettoyage cérémonial de leur maison, mais cela s'est transformé en un véritable exorcisme. Saarchi écoute et entend un pur chaos et c'était un enfant de 5 ans. Maintenant, il est un démonologue à part entière, avec un certificat et tout le reste. De retour chez lui, Saarchi découvre que Christina est complètement hors d'elle, affirmant avoir entendu un fort bruit de grattage dans sa chambre. Jen pense que c'est une manifestation de son sentiment d'insécurité dû à l'absence de son père. Une fois encore, il insiste sur le fait qu'il se passe quelque chose avec lui, et que c'est tout à fait légitime, mais que s'il ne met pas tout en bouteille, il va l'entraîner dans sa chute. Qui en profite? Pendant ce temps, tout est calme à l'asile de fous, l'heure du dîner étant ponctuée par un dessert spécial pour Jane. Et ce n'est même pas le week-end. Au département de la police, Mendoza a été mis au courant de toutes les preuves. Il identifie que c'est un message du mal primaire,
ce n'est pas quelque chose qui peut être rationalisé parce que c'est seulement pour le plaisir de détruire. Vous savez, juste une merde de démon. Sarchi a une répétition de ses hallucinations, et Mendoza est un public plus sympathique. Il suggère que Sarchi reçoit peut-être des messages maintenant, des messages du mal. Mais avant qu'il puisse déballer tout ça, Butler se précipite pour montrer qu'il a réussi à trouver l'adresse la plus récente de Santino. Ils vont surveiller son immeuble. Chez lui, Christina a un nouvel épisode de grattements et de bruits étranges. Ses cris alertent Jen, et après l'avoir aidé à sortir de sa chambre, cela met Sarchi sur son mauvais côté. Mais il n'a pas le temps de prendre l'appel, car il est occupé à essayer d'éviter la tentative de Mendoza de l'amener au confessionnal. Il prévient que tout mal non résolu en lui peut être utilisé contre lui par le démon. Santino revient alors, et ils se précipitent pour l'affronter. Mais ils font irruption dans les pièces et les vident sans trouver la moindre trace. Sarchi est attiré dans le hall par de la musique, et ils aperçoivent Mick dans l'ascenseur. Butler prend les escaliers pendant que Sarchi attend et confirme qu'il est allé au sous-sol, puis il prend l'ascenseur pour descendre. Sarchi se ferait un chemin à travers le sous-sol, en suivant les sons qu'il a entendus, qui semblent être liés d'une certaine manière à son plus grand péché. Santino utilise cette tactique pour le distraire assez longtemps pour que Jimmy puisse sortir du piano et l'attraper. Mec, si j'avais une pièce de 500, pendant que Jimmy fait son travail au sous-sol, Santino coupe Butler dans les escaliers. Il cherche à faire couler du sang, mais Butler n'est pas une cible facile, et il finit par faire des doubles couteaux pour avoir le plus de chances de déchirer la chair. Malgré son expertise évidente, Santino prend le dessus sur lui. Il est maintenant trop blessé pour se défendre correctement, et que pourrait faire n'importe qui d'entre nous après avoir été frappé par cette technique de bébé T-Rex? Il glisse le côté pointu de sa hachette sous la veste et tire un joli flux artériel. En bas, Sarchi s'enfonce dans les eaux profondes, mais Mendoza arrive pour lui donner un coup de main. Il est capable de terminer sa procédure, qui se termine en chantant à Jimmy pour l'endormir. Après que son cerveau ait été resaturé de sang, il menotte Jimmy et court chercher Butler, ce qu'il fait. Maintenant, après avoir vu tout ça, Sarchi est prêt à se purifier. Il commence par des petites choses comme la fois où il a volé une barre chocolatée et la fois où il a dépoussiéré un type sur l'escalator, puis il termine en mentionnant qu'il a tué un type de sang-froid. Il est tombé par hasard sur la scène de crime la plus récente d'un tueur en série local, c'est là qu'il a entendu les sons qui le hantent pendant ses hallucinations. Et le coupable est retourné sur les lieux pour s'imprégner de l'arrière-goût. Sarchi l'a poursuivi, l'a attrapé et lui a martelé le visage jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un tas de gluants humides. Depuis, il a une obscurité huileuse qui grandit en lui. C'est facile, mon pote. Malgré ses progrès, le grattage continue à la maison, chassant Christina de sa chambre où elle est confrontée à Santino. Puis, alors que Sarchi rentre chez lui en voiture, Jane passe pour délivrer un message. Elle semble avoir subi plusieurs blessures et, pour rendre le message explicite, Santino l'appelle depuis le numéro de son domicile. Quand il rentre chez lui, Santino lui explique que sa famille mourra s'il ne les retrouve pas, mais qu'il ne lui dira où ils sont que s'il le laisse se glisser dans son trou mental. Après son refus, Mick arrache un tuyau du mur qui semble contenir une quantité excessive de vapeur pour un tuyau exposé. Je veux dire, à quelle température était ce tuyau, et était-ce un tuyau d'eau chaude, ou faisait-il simplement partie d'un système de distribution de vapeur? En tout cas, ils lui ont passé les menottes et l'ont amené pour l'interroger. Il se contente de fuir dans tous les sens, ce qui incite Sarchi à renvoyer les hommes pour que Mendoza puisse commencer sa technique d'interrogation spéciale. Il fait de son mieux, mais c'est difficile de se concentrer avec Santino qui leur hurle au visage tout le temps. Mick commence à regarder à travers, mais Mendoza reconnaît le jeu qui se joue ici. Il se met bêtement à portée de morsure, mais dans un retournement de situation, Santino lève sa propre jambe et commence à la mordre. Mandy épuise presque sa réserve d'eau bénite, ce qui provoque une couronne d'épines inattendues. Ils atteignent alors la phase finale avant que le démon ne révèle typiquement sa vraie voix. Ici, Mendoza ne suit pas ses propres conseils, écoutant les conseils du démon et se laissant aller à ses propres péchés. Mais Sarchi l'aide à retrouver sa concentration et à reprendre le contrôle de la pièce comme un alpha. Cela fait que le coup de Santino devient Gumby avant qu'il ne révèle finalement son nom. Cela donne à Mendoza le plein pouvoir sur lui, initiant la phase de contre-coup. C'est la phase où les choses deviennent réelles. Cependant, à force de persistance et de ténacité, Mick finit par revenir vers eux, sûrement troublé par l'état actuel de son corps. Qu'est-ce que cela signifie pour la famille de Sarchi? Grâce à un vague souvenir au fond de la mémoire de Mick, leur emplacement est révélé et ils sont bientôt réunis. À partir de ce moment-là, nous supposons que Sarchi a décidé de ne travailler qu'à temps partiel. 7 mois plus tard, lors du baptême de leur nouveau bébé, Ralph Sarchi renonce à Satan officiellement. Oh oui, et on nous rappelle que c'est une histoire vraie, pour de vrais les gars. Comme tous les bons films d'exorcisme. C'était un très bon film, mais je suis un peu hésitant quant à savoir s'il était vraiment bon ou plutôt moyen. Il y avait une bonne atmosphère et c'était fantastique.
Et je suis un fan des films qui se déroulent lentement et qui finissent bien. Cependant, dans ce cas, j'ai eu l'impression qu'il essayait davantage d'imiter d'autres films similaires plutôt que de faire son propre truc. Contrairement à l'Exorciste 3 ou à ce 7 ans, celui-ci a mijoté un peu trop bas et trop longtemps. La séquence finale était géniale, mais il faut passer par tant de choses pour y arriver. Je pense que, de ce point de vue, il aurait pu être un peu plus efficace. Cependant, je pense aussi qu'il vaut la peine de le regarder. Surtout si vous cherchez spécifiquement des options dans ce sous-genre. Avant de partir, j'aimerais remercier chaleureusement mes donateurs, qui sont commémorés dans la salle des portraits. J'ai mis en place un site web où vous pouvez soutenir la chaîne par des dons ou des produits dérivés. Tout don permet de débloquer une collection croissante de résumés de films non censurés. Et si vous avez apprécié la vidéo, j'aimerais que vous fassiez partie de la chaîne en vous abonnant. Merci d'avoir regardé.